Cette semaine en enquête, la chasse à l'homme d'un groupe d'internautes qui traquait Magnotta depuis 1 an et demi et essayait de le localiser. On a regardé attentivement la vidéo et on en a conclu A, qu'elle était bien réelle, et B, qu'on avait un sérieux problème. C'est un des pires cas de maltraitance envers les animaux que j'ai jamais vu. Cette personne veut un public. Il est fier de ce qu'il fait. Il se donne en spectacle. Tous les signes y étaient. Tout indiquait qu'il allait tuer quelqu'un. Je veux dire, il allait vraiment tuer quelqu'un. Ça nous a rendu malades de voir notre prédiction se réaliser. Bienvenue à Enquête. C'est un des meurtres les plus horribles à avoir été commis au Canada, celui de Lynn June, perpétré au printemps dernier à Montréal, dont est accusé Luca Magnotta, cet homme au comportement bizarre arrêté à Berlin. Ce qui est troublant dans cette histoire, c'est que de nombreux signes captés sur Internet laissaient présager le pire. Plusieurs internautes reprochent aux autorités policières de ne pas avoir pris assez au sérieux les signaux que Magnotta laissait sur le web. Nous avons évité de vous montrer dans ce reportage les scènes insupportables des meurtres de Chatton et de Lynn June. Enquête sur une chasse à l'homme du 21e siècle. 18 juin 2012. Au terme d'une chasse à l'homme mondiale, Luca Magnotta débarque à Montréal, escorté comme une star, mais les menottes au poing. Il est accusé du meurtre de l'étudiant chinois Lynn June, survenu 2 semaines plus tôt. Sur son visage, on décèle l'ombre d'un sourire. Luca Magnotta obtient enfin ce qu'il a toujours désiré, la célébrité. Il avait besoin d'attention. Il en avait besoin comme vous et moi avons besoin d'air pour respirer. Luca fait partie de ces personnes qui rêvent de devenir une star. Mais il n'a pas ce qu'il faut pour y arriver. Le meurtre a été mis en scène, filmé et diffusé à la grandeur du monde sur Internet. C'est comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Ce type est un génie maléfique. Pendant 1 an et demi, un groupe d'internautes passionnés a traqué Luca Magnotta sans relâche sur Internet. On savait qu'il était une bombe à retardement et qu'on devait agir rapidement. Ils ont presque réussi à le faire arrêter quelques semaines avant le meurtre de Lynn June. Un jour de plus, un indice de plus et on le tenait. On voulait pas le lâcher. Selon eux, Lynn June serait peut-être encore en vie aujourd'hui si leur enquête et leurs craintes avaient été prises plus au sérieux. Ça nous a rendu malades de voir notre prédiction se réaliser. De voir que, malgré tous nos efforts, ce qu'on a tenté d'empêcher était arrivé. Revenons maintenant sur cette affaire sordide de démembrement de cadavres à Montréal. Le meurtre de Lynn June est un des premiers meurtres commis pour être vu sur Internet. Un crime du 21e siècle. Même si l'histoire est sordide, nous croyons qu'il faut la raconter pour en tirer les leçons qui s'imposent. Tout a commencé 1 an et demi avant la mort de Lynn June, le 21 décembre 2010, en banlieue de New York. Joe Panz est chez lui, dans son bureau, lorsqu'il reçoit un courriel. On a reçu un courriel concernant une vidéo. Je ne me souviens pas précisément du texte, mais il faisait référence à la vidéo. Regardez ça, c'est très perturbant. La vidéo est quasi insupportable. Sans aucune émotion apparente, un jeune homme place 2 chatons dans un sac et les asphyxie à l'aide d'un aspirateur. On a regardé attentivement la vidéo et on en a conclu A, qu'elle était bien réelle, et B, qu'on avait un sérieux problème.
Joe Pans est la vedette d'une émission de télé américaine qui met en scène un groupe de motards venant à la rescousse d'animaux maltraités. Il en a vu d'autres, mais cette fois-ci, il a l'impression d'avoir découvert un monstre, quelqu'un qui va probablement récidiver. On s'est dit qu'il fallait trouver cette personne. Dans une banlieue de Washington, Ryan Boyle, qui passe plusieurs heures par jour à naviguer sur Internet, découvre la même vidéo. Il est dégoûté. Ça a été viscéral, très choquant. Ça m'a tellement bouleversé qu'immédiatement, j'ai voulu faire quelque chose. On est retourné sur le web et j'ai créé une page Facebook. Ryan Boyle crée une page Facebook dans laquelle il demande aux gens de l'aider à identifier et à faire arrêter le tueur de chatons. Some of these images you are about to see are disturbing. On a mis une vidéo sur YouTube pour demander de l'aide, pour aller à la pêche. Si vous avez des informations, joignez-vous au groupe Facebook, restez anonyme, donnez-nous des indices. En quelques semaines, le groupe compte des milliers de membres. L'enquête démarre en trombe. Ryan Boyle crée un sous-groupe secret de 25 personnes qui vont l'aider à diriger l'enquête. Il baptise ce sous-groupe « Les individus utiles ». Pendant ce temps, à Los Angeles... I'm rolling. I'm Shane. I'm Sia, Barbie. Sorry about that. Ryan voulait que je fasse partie du groupe Useful Individuals parce que j'avais de bons contacts avec la police et le FBI, avec les organismes de protection des animaux, mais surtout avec les médias. Sia Barbie est une ex-pin-up de renommée internationale. Avec Shane, sa sœur jumelle, elle a fait les beaux jours du magazine Playboy dans les années 90. Depuis, les deux sœurs sont devenues les Brigitte Bardot américaines, des activistes radicales qui ont des contacts dans toutes les organisations de défense des animaux. Je suis allée voir chaque grand organisme de protection des animaux. Je leur ai dit, vous devez regarder cette vidéo parce que c'est un des pires cas de maltraitance envers les animaux que j'ai jamais vu. Malheureusement, les grands organismes pleins de ressources m'ont répondu que cette vidéo était truquée et ancienne. Rescue Inc. est le seul organisme de protection des animaux qui a immédiatement accepté de nous aider. Ils ont tout de suite répondu « On est au courant, on est sur le coup et on accepte de coopérer avec vous. » Rescue Inc., Ryan Boyle et les Barbie Twins vont presque en faire une obsession. C'était génial de voir qu'il y avait autant d'activistes animaliers et de gens à travers le monde bouleversés et outrés par le fait que quelqu'un puisse faire de telles choses. Deux internautes qui utilisent les pseudonymes de John Green et Body Movin sont particulièrement choqués. Ils ont exigé l'anonymat parce qu'ils enquêtent sur d'autres crimes commis contre les animaux et craignent pour leur sécurité. On a analysé la vidéo image par image. Il y en avait des milliers. On cherchait des éléments qui indiqueraient où il était. On regardait les prises de courant, les poignées de porte, l'aspirateur, le sac de compression, la couverture, le format du lit. Est-ce que c'était un format européen? Un format nord-américain? C'était des éléments importants. Les éléments analysés indiquent que le crime aurait été commis au Canada ou en Europe, mais on n'en sait pas plus. Puis, une série de photos vient s'ajouter à la vidéo. Elle est mise en ligne par un internaute anonyme. On a reçu les photos après la vidéo. Dans la première photo, on voyait un garçon qui tenait 2 chats dans les airs. Il y avait aussi une autre photo montrant les 2 chats morts dans un vieux réfrigérateur. Et puis, il y avait cette photo provocante d'un jeune homme sur un lit avec 2 chats, mais son visage était brouillé.
des membres du groupe Facebook s'attaquent à l'analyse des données numériques des photos. Ils découvrent que celle-ci montrant les chatons vivants a été prise le 19 novembre 2010. Celle-là, des mêmes chatons dans un réfrigérateur, a été prise 3 jours plus tard. On sait maintenant que les chatons ont été tués entre le 19 et le 22 novembre 2010, mais on ne sait toujours pas où. What's up, buddy? Rescuing décide de donner un second souffle à l'enquête. On a offert une récompense. On a placardé des avis de recherche. Toute personne qui nous donnerait une information permettant de le trouver, de l'identifier, de l'arrêter et de le faire accuser serait récompensée. De Los Angeles, Sia Barbie fait jouer ses contacts dans les médias. J'ai demandé à mon ami d'écrire un article sur Rescue Inc. dans lequel il parlerait de la récompense de 5 000 $. Ça nous a permis de rediriger tous les indices et les infos vers le groupe Useful Individuals pour nous permettre éventuellement de le retracer. Cet article sur le tueur de chatons paraît le 28 décembre 2010 sur un site Internet fréquenté par des millions de lecteurs. Depuis le début, Luca Magnotta semble suivre la progression de l'enquête sur le site Facebook. Il n'a toujours pas été identifié par les internautes, mais il est inquiet. Nous avons découvert qu'au début de janvier 2011, Luca Magnotta s'est rendu à New York, où il a consulté l'avocat Romeo Salta. Il avait peur de se faire arrêter pour cruauté envers les animaux. Il craignait aussi que certains activistes animaliers ou d'autres s'en prennent à lui. Alors il m'a contacté pour savoir quelle était la situation, s'il y avait ou pas des mandats d'arrêt contre lui. J'ai vérifié, il n'y en avait pas. Après cette rencontre, Luca Magnotta envoie à Romeo Salta cette photo de lui avec le visage tuméfié, ainsi qu'une liste des 42 sévices que lui aurait fait subir un homme prénommé Manny. Il m'a dit que quelqu'un l'avait forcé à faire certaines choses à un animal. Un chat, je crois, qu'il ne voulait pas faire. Romeo Salta nous a confié qu'il avait offert à Luca Magnotta de déposer une plainte contre le prénommé Manny, mais que Magnotta avait refusé. Pendant que Luca Magnotta est à New York, le groupe Facebook de Ryan Boyle explose. Il atteint les 5000 membres et il devient de plus en plus difficile d'éviter les dérapages. 5000 personnes, c'est l'équivalent d'une foule à contrôler. On a ciblé des gens qui n'auraient pas dû l'être. Quelques individus sont faussement accusés par des membres du groupe Facebook d'être le tueur de chatons. Ils sont victimes de harcèlement et d'intimidation. Ryan doit faire des excuses et publier des photos rétablissant leur innocence. On n'était pas des professionnels. Aucun de nous n'était un enquêteur qualifié. On avançait, on faisait des erreurs, on apprenait de nos erreurs. Les internautes vont suivre plusieurs fausses pistes jusqu'à ce qu'un internaute anonyme les remette sur la bonne voie. Quelqu'un a soumis la photo sans le visage brouillé. Cette photo, reçue plusieurs jours plus tôt, avait été altérée pour cacher le visage du suspect. La nouvelle, en noir et blanc, est l'original. Le prochain défi est de mettre un nom sur ce visage. Parlez-moi du moment où vous avez découvert qui c'était. Il nous a dit qui il était. Il a envoyé un message Facebook à un de nos membres qui disait « La personne que vous cherchez s'appelle Luca Magnotta. Ce n'est pas une blague. » Le courriel est anonyme, mais les membres du groupe sont persuadés qu'il a été envoyé par Luca Magnotta lui-même. Même chose pour ses photos. Elles auraient aussi été envoyées par Magnotta sous un pseudonyme.
Mais pourquoi vous pensez qu'il vous a envoyé les photos et les informations à propos de son nom? Connaissant Luca, comme on le connaît, son narcissisme l'a emporté. On pense qu'il cherchait notre attention, qu'il était fâché de ne pas l'avoir. Alors il s'est dit, je vais simplement leur dire qui je suis. Après la pause, Magnotta se donne de l'importance en s'inventant une relation avec Karla Homolka. Luca n'éprouve pas d'émotion et il est incapable de ressentir la culpabilité, la honte ou quelque émotion humaine. Il imite les émotions des autres parce qu'il n'en a pas. C'est un psychopathe. Il vit maintenant dans les Caraïbes avec sa nouvelle épouse, Karla Homolka. Jimmy, you're an escort, correct? That's a very unique job. Tell me, how does someone end up in that career? The best part about being an escort is I'm my own boss. I get to pick my own hours and make a lot of money. Des fois, il avait l'air complètement normal. Hi, my name is Luca. Magnotta is my last name, M-A-G-N-O-T-T-A. Des fois, il semblait être juste dingue. Just nuts. I've had my nose done. I've had 2 hair transplants, like I said before. And I'm planning on doing muscle implants in my pecs and my arms, so... Il a tout essayé pour devenir célèbre. Il est allé à une émission pour les mordus de la chirurgie esthétique. If I don't have my looks, then I don't have any life. My looks and my body are my life. Il voulait être célèbre, mais personne ne s'intéressait à lui. Il voulait que ça change. Et nous, on devait découvrir qui était ce garçon-là. Janvier 2011, 1 an et demi avant la mort de Lin Jun. Les membres du groupe Facebook connaissent enfin l'identité de celui qui serait l'auteur de la vidéo des chatons asphyxiés. Luca Rocco Magnotta. Une recherche de base sur Internet génère une multitude de pages d'informations à son sujet. Il y avait plus de 50 sites web et une longue liste de noms d'utilisateurs YouTube. Luca Magnotta écrit sous de nombreux pseudonymes. Les internautes ne peuvent que déduire que c'est lui qui se cache derrière ces pages où fiction et réalité s'entremêlent. Première découverte, Luca Magnotta s'appelait autrefois Eric Clinton Kirk Newman. Il a grandi en Ontario et a changé son nom en 2006, à l'âge de 24 ans. Au début de la vingtaine, Luca Magnotta vit à Toronto et tente de faire carrière dans l'industrie du sexe. Here comes the hottie. What's your name? Luca. Okay. And how old are you? I'm 21. Il tourne quelques mauvais films pornographiques, travaille comme danseur nu et prostituée, tente de faire carrière comme mannequin. Sur le web, les internautes découvrent des centaines de photos de Luca Magnotta. Il y a aussi des vidéos d'autopromotion, probablement mises en ligne par Luca Magnotta lui-même. Il vivait, dormait et respirait sur Internet. Il était tout le temps là-dessus. Luca Magnotta utilise son ordinateur pour donner une image de lui qui n'a rien à voir avec la réalité. Il volait les photos des gens sur Internet et remplaçait leur visage par le sien. Alors on le voyait au volant d'une voiture de luxe, ou bien dans un jacuzzi, posant sur une plage aussi. Mais il était sur l'aide sociale. Il était pauvre. Il créait ce monde fantaisiste. Il s'inventait une vie sur Internet. Il voulait que tout le monde la voie. Les internautes ont retrouvé les originaux des photos que Luca Magnotta aurait trafiquées pour faire croire qu'il possède une Ferrari, qu'il est mannequin, qu'il fait régulièrement la fête avec des amis.
qu'il a épousé une femme russe prénommée Oksana, qu'il est en voyage à Miami. Tout cela ne facilite pas la tâche des internautes qui veulent savoir dans quelle ville Luka Magnotta aurait commis son crime et où il se cache. On devait savoir quelles autorités aller voir, où il devait être arrêté. 2 photos trouvées sur Internet vont révéler dans quelle ville les chatons auraient été tués. Les internautes ont déjà identifié que cette photo a été prise dans la chambre où les chatons ont été tués. Mais l'analyse des données ne révèle pas dans quelle ville elle a été prise. C'est cette deuxième photo, prise avec un téléphone cellulaire muni d'un GPS, qui va trahir Magnotta. L'analyse des données révèle qu'elle a été prise au Centre Eaton de Toronto quelques heures seulement après celle-ci. Le crime aurait donc été commis à Toronto. On connaissait son nom, Luka Magnotta. On savait où il vivait. À l'époque, on pensait qu'il était à Toronto. Et on avait déduit qu'il avait fait la vidéo avec les chatons fin 2010. On pensait avoir suffisamment d'informations pour contacter les autorités. En février 2011, 2 mois après le meurtre des chatons, John Green prend contact avec l'agent Brad Dewar, enquêteur et porte-parole à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Quand on a affaire à ce genre de cas, qui est en quelque sorte un cybercrime, c'est très complexe et on n'est pas en mesure de réagir instantanément. Nous devons faire appel à d'autres agences qui ont la capacité et la technologie pour nous aider. La SPCA demande l'aide de la police de Toronto. Ils ont immédiatement ouvert un dossier qu'ils ont transmis à l'unité de cybercriminalité. Au Canada, tuer ou faire souffrir inutilement un animal est un acte criminel. La police de Toronto doit trouver Luka Magnotta, l'interroger et déposer des accusations s'il y a lieu. Mais la tâche ne sera pas facile. Sur Internet, plusieurs photos déroutent les enquêteurs et les internautes. Luka Magnotta semble être partout à la fois. Il aimait se faire prendre en photo, partout, n'importe où. Il posait, je prenais des photos de lui, j'étais son photographe. Les internautes ont retrouvé la trace de Henry, un retraité de Toronto qui a fréquenté Luka Magnotta en 2010, avant le meurtre des chatons. C'est lui qui a fait voyager Magnotta. Il m'avait dit qu'il était russe. Et moi, je voulais voir le métro de Moscou, entre autres choses. Alors j'ai dit, veux-tu aller à Moscou? Son visage s'est illuminé d'un coup. Et il a dit, oh oui, oh oui. Quand? Demain? Il voulait vraiment voir la place rouge. Henry emmène aussi Luka Magnotta en Europe, où il se fait photographier devant les monuments célèbres. Ces photos ont aidé Magnotta à présenter de lui sur Internet une image de mannequin de calibre international. Henry est fasciné par Luka Magnotta, même s'il sent que celui-ci lui ment. Il a dit un jour qu'il vivait dans un roman savon. Alors je lui ai demandé, « Es-tu certain que tu n'es pas l'auteur du roman savon? » Est-ce qu'il était violent parfois? Non, je ne l'ai jamais vu être violent. Il était toujours doux et calme. Je pense que je ne l'ai jamais vu se fâcher. Si Henry avait fait un peu de recherche sur Internet, il aurait découvert le côté sombre de son compagnon de voyage. Dans ce texte, probablement mis en ligne par Luka Magnotta lui-même, en 2008, on lit qu'il est psychopathe. Luka n'éprouve pas d'émotion et il est incapable de ressentir la culpabilité, la honte ou quelque émotion humaine. Il imite les émotions des autres parce qu'il n'en a pas. C'est un psychopathe. Il vit maintenant dans les Caraïbes avec sa nouvelle épouse, Karla Homolka.
Nous avons trouvé plusieurs textes anonymes qui associent Luca Magnotta et Karla Homolka. Magnotta semble assoiffé de notoriété. En 2007, il utilise la rumeur qu'il fait probablement lui-même courir pour faire parler de lui. Il se présente au Toronto Sun et demande à rencontrer un journaliste afin de nier publiquement sa relation avec Homolka. The rumors destroyed my life, basically, and I want to set the record straight that me and her have absolutely no connection. Plus les internautes en apprennent sur Luca Magnotta, plus ils sont inquiets que la police ne l'ait pas encore retrouvé. On leur avait donné le nom et le lieu. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivaient pas à trouver cette personne? C'était très frustrant. On ne pouvait rien faire de plus. Il avait gagné. Lorsqu'on a pu confirmer que c'était bien son adresse, il n'y habitait déjà plus. À compter de ce jour, il s'est volatilisé. Luca Magnotta passe beaucoup de temps sur Internet. Comment se fait-il que les enquêteurs de la police de Toronto n'arrivent pas à trouver l'endroit d'où il se connecte? Sur Internet, chaque ordinateur est pourtant identifié par un numéro qu'on appelle l'adresse IP. Cette adresse IP permet habituellement de savoir où se trouve l'ordinateur. À ce stade, il avait appris comment masquer son adresse IP. Il existe certains programmes que vous pouvez installer dans votre ordinateur qui changent l'adresse IP 1, 2, 3, 4 en 6, 7, 8, 9, ce qui fait croire que vous êtes dans un autre lieu. C'est ce qu'il avait appris à faire. En octobre 2011, après 10 mois d'enquête, le groupe décide de lâcher prise. On a arrêté de s'intéresser à lui. Et puis, un mois plus tard, le cauchemar recommence. 2 nouvelles vidéos font surface sur Internet. La première est mise en ligne le 28 novembre 2011. On y voit un chaton se faire dévorer par un énorme python. Dans la deuxième, un chat est attaché sur un bâton et noyé dans un bain. Je crois que c'était sa façon de nous dire « Vous ne m'attraperez jamais. Je fais ce que je veux. Je peux faire d'autres vidéos, les mettre en ligne et jamais vous ne me retracerez. » Après la pause, les indices s'accumulent et inquiètent de plus en plus. On ne sait pas s'il va s'arrêter là ou s'il est capable de passer au niveau supérieur. Ces gens se font la main sur les animaux. Et quand ça ne suffit plus à nourrir leur maladie, ils passent à une autre victime, qu'ils jugent sans défense. Nous sommes en décembre 2011. Quelques semaines après la découverte des nouveaux vidéos de chatons assassinés, les internautes trouvent cette photo de Luca Magnotta à Londres. Pourquoi publier une photo de lui devant le palais de Buckingham? Dans quel but? Pourquoi voudrait-il soudainement que l'on sache où il se trouve? Les internautes croient que Luca Magnotta veut leur faire diriger leurs recherches dans la mauvaise direction. Il essaie de brouiller les pistes. Il ne faut pas aller là où il veut nous mener. Il n'est pas en Grande-Bretagne. C'est impossible. Erreur. Luca Magnotta est vraiment à Londres. Le 8 décembre, il débarque dans les bureaux d'un quotidien de la capitale qui vient de publier un article sur les vidéos de chatons. Luca Magnotta s'est présenté dans les bureaux du Sun en disant « Je suis Luca Magnotta. Pourquoi me harcelez-vous? » On a dit « On ne vous harcèle pas. » On ne l'avait pas appelé. On n'avait pas essayé de le trouver. C'était vraiment bizarre qu'il se présente comme ça. Luca Magnotta se plaint d'être faussement accusé d'avoir tué les chatons. Intrigué, le journaliste Alex West l'accompagne à l'hôtel où il loge pour faire une entrevue. Il me perturbait. Il me faisait peur. Il me donnait la chair de poule. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il n'avait pas d'émotion. Le journaliste décide de ne rien publier. 2 jours plus tard,
il reçoit un courriel signé du nom de John Kilbride, un garçon de 12 ans assassiné en 1963 par un couple de tueurs en série célèbres en Angleterre. Alex West est convaincu que le courriel a été écrit par Luca Magnotta. Le plus terrifiant, c'est qu'il disait que la prochaine fois, ce ne serait pas des animaux. Voici ce que disait le courriel. Une fois que tu as tué et goûté au sang, c'est impossible d'arrêter. L'envie est juste trop forte. La prochaine fois que vous entendrez parler de moi, ce sera dans un film que je suis en train de produire et qui montrera des humains, pas juste des chatons. Alex West prend immédiatement contact avec la police de Londres. La police découvre que le courriel n'a pas été envoyé de Londres. Luca Magnotta serait déjà sorti du pays. Quelques jours plus tard, une question troublante apparaît sur un forum de discussion. Elle est signée d'un pseudonyme que les internautes associent à Luca Magnotta. Quel est le meilleur type de sédatif? Je pense que la morphine liquide est extrêmement rapide. Ça prend peu de temps pour agir. Toute l'information recueillie sur Luca Magnotta est transmise à l'agent Brad Dewar de la SPCA, qui l'a fait suivre à la police de Toronto. Cette personne veut un public. Il est fier de ce qu'il fait. Il se donne en spectacle. Et c'est d'autant plus inquiétant. Parce qu'on ne sait pas s'il va s'arrêter là ou s'il est capable de passer au niveau supérieur. Rescuing se pose la même question. Des études ont démontré que plusieurs tueurs en série ont commencé leur carrière de criminels en torturant des animaux. Ces gens se font la main sur les animaux. Et quand ça ne suffit plus à nourrir leur maladie ou qu'ils se sentent suffisamment confiants, ils passent à une autre victime qu'ils jugent sans défense, généralement un enfant, une femme ou une personne âgée. Fin décembre 2011, un individu qui semble être Luca Magnotta s'adresse directement aux internautes sur Facebook. Il utilise un de ses pseudonymes. Il veut nous parler. C'était juste avant Noël. Il est probablement seul et il n'a personne à qui parler. Buddy Moven et John Green profitent de l'occasion pour tendre une perche à celui qu'ils croient être Luca Magnotta. On voulait qu'il sache qu'on ne représentait pas une menace, qu'on ne lui voulait aucun mal, on voulait tout simplement l'aider, qu'on avait trouvé toutes ces informations à son sujet et qu'il avait besoin d'aide. Rien ne l'empêchait de se faire soigner. C'était à lui d'agir. Quelques jours après cet échange, on a reçu plusieurs photos par courriel et sur Facebook qui, selon nous, ont été envoyées par Luca. Des images de flacons de médicaments remplis sur lesquels était inscrit le nom de Luca. Les 5 médicaments qui figurent sur les photos ont été prescrits en 2007 par un psychiatre. Les soupçons des internautes se confirment, Luca Magnotta souffrirait d'un problème de santé mentale. L'information est immédiatement transmise à la police de Toronto. Quelques semaines plus tard, John Green reçoit ce courriel du détective qui est chargé du dossier. Il n'y a personne qui veut trouver ce gars-là plus que moi. Je veux l'emmener en cours, ne serait-ce que pour qu'il ait des soins psychiatriques. Nous avons découvert que les problèmes de santé mentale de Luca Magnotta étaient présents dès 2005. En juin 2005, il a été reconnu coupable de fraude en Ontario. Au moment de rendre son jugement, la juge a accepté de lui laisser purger sa peine dans la communauté aux conditions suivantes. Suivre un traitement pour problèmes de santé mentale et prendre tous les médicaments prescrits. En s'adressant à Magnotta directement, elle ajoute « Si vous ne prenez pas vos médicaments, votre vie va déraper. » Février 2012. Les internautes ne le savent pas encore, mais Luca Magnotta n'est plus à Toronto.
Il retrouve sa trace en regardant cette vidéo. Il y avait une nouvelle photo de Luca que je n'avais jamais vue. Il était assis sur des marches et portait un survêtement violet. En utilisant le logiciel Google Maps, les internautes découvrent que la photo a été prise ici, sur le campus de l'Université McGill. Luca Magnotta serait à Montréal. En fait, il y est depuis plusieurs mois, comme en témoigne cette série de photos prises par un photographe professionnel le 1er mai 2011, dans le quartier Pointe-Saint-Charles, près de cet immeuble où Magnotta occupe un petit appartement. Un des membres de notre groupe est allé voir la police de Montréal pour leur parler. L'agent a répondu qu'il n'y avait aucun mandat d'arrêt contre lui et qu'a priori, il n'avait commis aucun crime. Il ne pouvait donc rien faire. Mais tuer des chats, ce n'est pas un crime? Oui, mais malheureusement, la police ne prend pas ça au sérieux. À peu près au même moment, le 16 mars 2012, un texte sordide apparaît sur Internet. Il présente Luca Magnotta comme un tueur en série nécrophile et cannibale. C'était 2 mois à peine avant la mort de Lin Jun. Tous les signes y étaient. Tout indiquait qu'il allait tuer quelqu'un. Je veux dire, il allait vraiment tuer quelqu'un. Après la pause, les internautes, loin d'être surpris du meurtre. Je n'en revenais pas, mais en même temps, je m'y attendais. Sur Facebook, les gens disaient « On vous l'avait dit. » Deux colis contenant des restes humains ont été retrouvés. Le premier contenait un pied. Il a été livré au bureau du Parti conservateur du Canada. On ne sait pas ce que contient... Le 29 mai 2012, quand les policiers retrouvent le cadavre de l'étudiant Lin Jun, Luca Magnotta est déjà loin. C'est sans doute ce soir l'un des hommes les plus recherchés de la planète, Luca Rocco Magnotta, soupçonné d'avoir commis ce crime horrible à Montréal, a probablement déjà quitté le pays. Lin Jun a été assassiné dans l'appartement qu'occupait Luca Magnotta à Montréal. Je n'en revenais pas, mais en même temps, je m'y attendais. Sur Facebook, les gens disaient « On vous l'avait dit. » J'étais enragée. On avait passé près de 2 ans à essayer que cette personne obtienne des soins dans une institution quelconque. Et voilà qu'il tuait quelqu'un. Le lendemain du crime, Luca Magnotta s'enfuit en Europe. Le surlendemain, une vidéo du meurtre de Lin Jun est mise en ligne. Dès que j'ai vu l'image apparaître, je me suis dit, c'est encore Luca. J'ai tout de suite envoyé un courriel au détective à Toronto et je lui ai dit, il faut que vous regardiez cette vidéo, on croit que c'est encore Luca. Les corps policiers du monde entier se mobilisent pour retrouver Luca Magnotta. Il a malheureusement fallu attendre qu'une vie humaine soit sacrifiée pour que les gens commencent à prendre cette histoire au sérieux. Les internautes sont amers. Ils auraient souhaité que les choses bougent avant, même si les seules preuves disponibles étaient virtuelles. Le fait est que pour eux, toute notre information, toute notre preuve provenait d'Internet. Pour eux, ce n'était pas vraiment crédible, vous voyez? Les policiers sont-ils bien formés et outillés pour enquêter sur cette nouvelle forme de criminalité qui se déploie dans le cyberespace? L'Internet est un nouvel univers pour les forces de l'ordre. Ce n'est pas tout le monde qui comprend comment fonctionne l'Internet et ce qu'il s'y passe. Il faut presque faire leur éducation. Il est difficile de jeter la pierre aux policiers puisque nous ne savons pas ce qu'ils ont fait pour retrouver Luca Magnotta. La police de Toronto a refusé de répondre à nos questions en raison du processus judiciaire qui est en cours.
Ce que nous avons découvert, par contre, c'est que 2 mois avant la mort de Lin Jun, la police de Toronto et la SPCA de l'Ontario étaient très près du but. Quand ils ont réussi à localiser une adresse à Montréal, ils se sont rendus sur place, mais il avait déjà quitté les lieux. Ils avaient retrouvé l'adresse de Luca Magnotta à Pointe-Saint-Charles, mais trop tard. Magnotta venait tout juste de déménager dans l'immeuble où Lin Jun a été assassinée. Malgré la triste fin de l'histoire, les internautes croient qu'ils ont fait avancer les choses. Je pense qu'on a mis en évidence le lien qui existe entre la cruauté envers les animaux et l'escalade vers des crimes plus odieux. Avant cette affaire, j'avais seulement lu des études qui parlaient des gens qui tuaient des animaux pour ensuite tuer des humains. Mais je peux dire aujourd'hui que j'en ai été témoin. Si à l'avenir on croise de nouveau quelqu'un dans le genre, on n'attendra pas. On passera tout de suite à l'action. Ironiquement, celui qui a vécu par Internet a perdu sa liberté à cause d'Internet. Le 4 juin 2012, après une semaine de cavale, Luca Magnotta a été arrêté dans un cybercafé de Berlin, en Allemagne. Il s'est fait arrêter alors qu'il regardait des photos de lui. Il n'a pas pu résister. Il est allé lire ce que les gens disaient de lui pendant qu'il était en fuite. Il n'a pas pu résister. Luca Magnotta a été rapatrié au Canada 2 semaines après son arrestation. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations qui pèsent contre lui. Luca Magnotta sera de retour devant les tribunaux pour son enquête préliminaire en mars prochain. Les internautes ont depuis fondé un groupe permanent de cyber-enquête pour traquer d'autres tortionnaires d'animaux. Vous pouvez les suivre sur leur site Internet du Animal Beta Project. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pouvez y faire vos commentaires et vos suggestions et revoir nos reportages. Pour connaître notre démarche journalistique, je vous invite à consulter mon blog. Veuillez prendre note qu'Enquête est rediffusée le samedi à 13h sur la première chaîne de Radio-Canada et le dimanche à 18h sur le réseau de l'information. Merci d'avoir été là. Bonsoir. À la semaine prochaine.